Bonjour Derek, Bonjour Manuel. tu publies ce printemps ton quatrième roman et les troisième aux éditions Lire des Marches, après Vanité aux fruits et Les Cavaliers, mais aussi deux récits que tu as publiés, Foule solitaire et L'ellipse d'ivoire. Tu nous proposes aujourd'hui La main gauche. Pour commencer, je vais dire quelques mots sur la protagoniste de La main gauche. Shelley est plasticienne, elle est née aux États-Unis, mais elle vit en France depuis longtemps dans un petit village avec sa compagne Stéphane. Elle prépare un projet chez elle pour une résidence d'artistes qui donnera lieu à une exposition sur les thèmes des barricades. Mais en même temps, elle doit retourner dans la ville où elle a grandi aux États-Unis. Ces romans se présentent en quelque sorte comme un roman à deux voix qui sont matérialisées par des typographies différentes qu'on voit. Mais ce sont les deux voix d'une même personne, des Shelley. Est-ce que tu peux nous présenter les deux voix et comment tu as eu l'idée de faire un roman à deux voix? Bon, les deux voix, il n'y avait pas de deux voix au début. Trouver la forme, c'est toujours le grand questionnement au début du roman. J'avais essayé au troisième personne, qui aurait fait un autre livre. Ça aurait été plus linéaire, plus simple. J'avais fait juste au jeu. On utilise le jeu, c'est une contrainte. C'est plus compliqué. Mais ça peut mettre aussi l'ellipse de l'information. Aussi. Et après, dans un deuxième tome, j'ai eu l'idée du carnet. Donc il y a le voix écrit, qui est plus le jeu, et le voix interne, qui est le tu. Et le tu, je trouve que ça donne un relief au texte, ça fait une variation. Que le jeu c'est pour les autres. Quand on dit jeu, on se présente, on se met en avant, on se dit je suis quelque chose. Alors, dans sa tête, Shelley, elle ne dit pas je, elle pense tu, elle se tutoie. Oui. Ouais. Shelley, elle prépare une exposition sur le thème de la barricade, comme j'ai dit. Qu'est-ce que ce thème symbolise par rapport à son travail de création, mais aussi sa vie plus intime, parce que je pense qu'il lie aussi les thèmes des barricades avec des choses quotidiennes qui lui arrivent. Oui, mais bon, le thème de barricade, ça ne vient pas de Shelley, parce qu'elle répond à un appel à offre de projet, c'est pour une résidence. Donc, elle est moyennement enthousiaste pour ce thème. Je ne suis pas sûr que ça l'intéresse. Mais c'est le contrainte qui l'oblige à réfléchir, à chercher dans ses propres barricades, ses idées pour voir ce qu'elle peut faire. Mais je ne crois pas. C'est bizarre parce que je n'avais pas l'idée de cette résidence au début. Ça ne faisait pas partie du livre. Je ne sais pas pourquoi ça m'a beaucoup compliqué la vie d'écrire cette histoire de barricades. Et c'est vrai que après, ça fait un lien. Il y a peut-être aussi des barricades entre les deux voix, entre le jeu, le tu, comment elle se présente, ce qu'elle vit derrière le jeu. Euh, donc oui, barricade en plus, elle a beaucoup de sens. Elle est assez confuse et ça tombe un moment difficile pour elle, ça correspond avec ce voyage. Donc elle hésite, elle regrette un peu la résidence, elle regrette le voyage, mais les deux, ça vont ensemble, je crois. Même à un moment donné, elle dit cette phrase que j'avais notée: J'avais apporté la déception dans mes bagages. Dans quel état d'esprit tu penses qu'elle aborde ces voyages et qu'est-ce qu'elle représente pour elle? C'est difficile. Elle ne voulait pas faire ce voyage. C'est les vieilles questions de lien, de famille, d'obligation, ce qu'impose la société, ce qu'on attend de quelqu'un. Peut-être on a été influencé par Stéphane, qui a une autre histoire de famille, qui va dire oh, tu devrais y aller, c'est ton frère. Aussi bon, c'est son frère, même s'il n'arrive pas à communiquer avec lui depuis longtemps.
l'appréhension qu'elle ressent avant le voyage, ça montre peut-être l'ambiguïté qu'elle a par rapport à ce voyage, le doute qu'elle a dans son installation en France depuis longtemps. Elle a changé de vie, mais elle va parce que c'est son frère quand même. Mais je ne sais pas si ça représente quelque chose vraiment pour elle. Oui, Elle aura bien pu son passé, je crois. Mais après, elle invente un projet, le projet du carnet, le projet des photos, comme une façon de justifier le voyage pour déplacer l'intimité du voyage. Donc elle peut-être vit le voyage comme une contrainte, comme elle vit la résidence. La contrainte d'un thème est créée au travail de cette histoire de famille, de voyage. Eh bien, je ne sais pas si tu es allé visiter cette tombe, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est quel sens a cette expérience pour la narratrice, pour Shelley et pour vous. Donc, C'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment. Ça m'a fasciné ce site. J'ai découvert il y a longtemps. C'est un projet qui s'appelle Figment, qui veut dire invention, pas réel. C'était commencé en 2013. Donc le tome d'Andy Warhol est filmé 24 heures sur 24. Ça a changé récemment. Quand j'ai commencé à regarder, il changeait, il y avait une zoom qui se rapprochait. Là, c'est fixe, c'est un peu moins intéressant maintenant. Il y a quelque chose d'étrange, fascinant, un peu hypnotique de regarder cet endroit et on a l'impression d'attendre, de voir quelque chose impossible, un peu fantomatique. En plus, là, elle regarde de la France, donc il y a un décalage d'horaire, elle regarde la nuit quand c'est le jour. C'est une sorte de nulle part entre. Parce que c'est une Pittsburgh qui est un peu dans la région où elle a grandi. Donc c'est un peu un lien avec son passé pour Shelley. Il y a une sorte d'ambiguïté peut-être, comme le fait qu'elle retourne voir son frère malgré elle. Là, il y a cette fascination peut-être de son passé dans ce coin. Je ne sais pas vraiment ce que ça fait dans le roman. Ça me semble correspondre. Je crois pas qu'elle aime bien Warhol comme artiste particulièrement. C'est pas un artiste qui correspond à ce qu'elle fait. Mais c'est peut-être aussi Warhol est un symbole de possibilité, de liberté, une possibilité de faire ce qu'elle veut. Mais je ne sais pas pourquoi c'est là vraiment. Je me sens que ça avait sa place et je ne l'ai pas visité. Je suis jamais allé. Bon, je l'ai visité parce qu'on peut visiter par... oui, sur Internet, oui, mais pas... Oui, mais non, c'est pas... Bon. Les noms des personnages... j'ai choisi les noms qui correspondent à un lien avec le film, pour la plupart. Mais c'est des noms assez banals. J'ai choisi toujours les noms très simples. C'est toujours difficile de donner les noms des personnages, mais j'aime pas les noms farfelus ou des noms de programmes. C'est pas très important. Et alors pourquoi les noms de Stéphane, qui est normalement un nom masculin pour une femme? Oui et non, parce que pour moi, c'est marrant. Quand le premier texte que j'ai publié en France, c'était une nouvelle de Pierre, dans une revue. Et quand j'ai envoyé à la revue, ils m'ont accepté, les personnes qui s'en occupaient m'ont envoyé un mail en disant qu'ils allaient publier. Ils voulaient savoir un peu sur moi.
Et d'abord, il ne savait pas si c'était un homme ou une femme, parce que pour lui, Derek, il ne savait pas si c'était un homme, qui m'étonnait un peu. Mais la personne qui m'a envoyé ce mail, c'était Stéphane. Donc je lui ai répondu en disant, bon, c'est pareil pour moi, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Qu'il se prenait lui, parce que c'était un homme. Et bon, pour moi, Stéphane, je pensais d'abord à Stéphane Audran, l'actrice. Donc pour moi, ce n'est pas... J'ai connu d'autres femmes qui s'appellent Stéphane, c'est un nom que j'aime bien. Donc c'est pas nécessairement pour moi un nom plutôt masculin. Après il y a l'ambiguïté, ce qui est peut-être utile dans le roman. Je ne savais pas si j'allais exploiter cette ambiguïté plus ou moins. Il y a des choses de Stéphane qui sont importantes, mais ce n'est pas non plus le sujet du livre. Donc il y a une scène quand Billy, le frère, trouve une photo de Stéphane. Et là, il ne sait pas qui c'est. Donc on ne sait pas exactement ce que Shelley a raconté à son frère sur sa vie en France. Ce qu'il voit dans la photo, on ne sait pas ce qui lui choque. Je ne vais pas dire plus que ça, mais c'est des idées que j'avais peut-être que je pouvais exploiter plus, mais j'ai juste laissé enfant comme ça. D'accord. On va bien avec Shelley parce que dans son journal de création, notamment, on voit qu'elle fait beaucoup des réflexions sur la peinture. On voit aussi déjà aussi dans Vanité aux fruits ses réflexions parce qu'il est aussi un roman sur la peinture et la création. Mais ce qui me semble intéressant ici dans la main gauche, c'est elle compare l'acte de peindre à l'acte d'écrire. Même elle dit à un moment donné, les mots ne compensent pas comme une touche de peinture. Tu penses que pour Shelley, la peinture et l'écriture, c'est complète dans la création? Pas vraiment. Je crois qu'elle écrit, elle n'est pas à l'aise dans l'écrit. Le journal, c'est le carnet qu'elle fait du voyage, c'est pas ce qu'elle fait. Elle dit à un moment aussi, elle n'écrit jamais dans ses tableaux, il n'y a pas de texte dans ses tableaux. Donc elle n'est pas très à l'aise à ça, ni avec les photos. Elle ne se sent pas photographe non plus, elle dit à un moment dans le livre. Mais elle a créé ce projet pour cacher ce voyage. Donc je ne crois pas que ça se complète. Je crois qu'elle écrit aussi la frustration de ne pas peindre. Parce que pendant ce voyage, elle fait quelques dessins. Elle ne peint pas. Donc c'est une frustration. Mais en même temps, elle est en train de chercher. Elle a en tête la résidence qui se prépare aussi. Donc il y a des idées qui viennent de ça. Donc elle écrit une frustration. Mais je ne crois pas que ça se complète vraiment. En même temps, la transcription du carnet qui occupe le livre, elle utilise ça aussi comme une forme de procrastination, une excuse pour ne pas peindre. Tant que ce n'est pas fini, cette transcription, elle repousse le moment de peindre, mais est-ce qu'elle a des projets qui prennent forme dans sa tête, donc elle gère d'autres projets autour de cet écrit, la transcription ou le moment d'écrire. Mais je ne crois pas que ça se complète. Je crois que c'est pas ça fonctionnement normal. C'est à cause de ce voyage qui les dérange un peu. Mais après, la peinture, l'écriture, tout rentre dedans. Quand tu es en train de faire un projet, tout fait partie de tout. Donc, tout est complémentaire. Et alors, tu penses que les carnets de notes, peut-être un œuvre en soi-même, un projet en soi-même pour elle? C'est un projet qu'elle n'arrête pas de dire que c'est pas vraiment un projet. C'est un projet elle n'est pas convaincue par ce projet. Il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ça, autour du voyage. Après, ça fait partie du livre, donc ça fait partie de ton projet. C'est un projet, donc elle espère faire une exposition avec des photos, avec juste quelques extraits du carnet. L'idée, c'est d'avoir quelques extraits qui vont faire les petits mots sur les photos.
qu'elle voit un moment en rêve. Donc, Quel lien t'entretiens avec les cinémas et comment tu définirais les liens entre ton écriture et les cinémas? il y a toujours du cinéma dans ce que j'écris, dans les romans. Mon premier roman, Mon cri de Tarzan, ça raconte un film. Il y a une référence dans Vanité aux fruits, même dans Le Cavalier, qui n'est pas du tout. Il y a quand même une référence. Et là, il y a un film très précis, un peu derrière la main gauche. Je ne sais pas pourquoi, il y a un côté visuel. J'aime bien voir, j'aime bien entourer l'écriture d'images pour l'accompagner. Et des fois, quand j'ai du mal à écrire, aller voir un film, ça me fait du bien aussi, ça débloque les choses. Il y a peut-être une façon de structurer une histoire qui le cinéma aide. Et peut-être, c'est étrange parce que le roman a toujours pu faire plus que le cinéma peut faire. Parce qu'il écrit, il n'y a pas de contrainte à la limite. On sait, mais peut-être le cinéma a permis le roman à se libérer de ses propres conventions, des fois. C'est étrange de dire ça, je sais pas. Mais oui, c'est juste une façon de repenser la façon de cadrer l'histoire. J'aime beaucoup le cinéma. J'ai fait partie de l'association qui gérait le cinéma dans le passé. C'est quelque chose d'important pour moi. Mais je ne peux pas dire ce que ça fait dans l'écriture. Une des épigraphes du roman est une parole extraite du film de Chantal Akerman. Alors il y a aussi des liens avec le cinéma. Oui, l'épigraphe, c'est une citation d'un livre sur Chantal Akerman. C'est pas une citation d'un film. Chantal Akerman. J'aimais bien la citation, mais je voulais quand même que le nom de Chantal Akerman soit présent. Ouais, est-ce que tu estimes qu'il y a une continuité dans les trois romans que tu as publiés chez Lire des Marches? Sûrement. Il y a une continuité parce que ça vient de moi. Donc il y a un peu une répétition aussi. Quand j'ai terminé, on peut dire que j'avais refait Le Cavalier. C'est des voyages. À la fin, Jean rencontre Cézanne, Shelley rencontre Warhol. Les gens rentrent mutilés, Shelley rentre avec une carne mutilée. Je me suis rendu compte qu'il y a une chambre d'hôtel dans tous mes romans aussi, je sais pas pourquoi. Et oui, il y a des fois en écrivant, ça m'arrive que j'ai déjà écrit ça, et je suis en train d'écrire des scènes que j'ai déjà écrites. Oui, il y a sûrement une continuité, je travaille autour de certaines idées, certains thèmes, donc une différence, une répétition, mais c'est des variations sur une chose. C'est plus difficile quand les gens disent bon, on écrit toujours la même histoire, ça se fait moins bien. Il y a Cézanne qui a fait, je sais pas, 80 versions de La Montagne Sainte-Victoire, ou Monet a fait 30 fois la cathédrale de Rouen. Et dans musique, on reconnaît le compositeur. Donc, il y a une continuité, une répétition, un avancement aussi. Il y a aussi une évolution des processus d'écriture? Oui, j'espère que ça fait un peu de progrès. Oui, je crois que Bon, déjà, c'était plus compliqué parce que j'ai commencé à publier en France, principalement, donc c'était une autre langue, donc je suis plus à l'aise maintenant qu'au début.
J'assume peut-être plus de choses. Et, bon, comme je ne suis pas un énorme lectorat, je ne suis pas à m'inquiéter de décevoir des milliers de gens qui attendent comme la suite. Donc, je peux faire ce que je veux. Oui, c'est toujours mieux. Ouais. Pour finir, je te propose de lire un extrait de La main gauche, si tu es d'accord. Ok. Oui. Les logiques du passé comme obligation. Ça ne finit pas, ni commence. Tu n'as pas de souvenir de ton premier souvenir. Tu t'embusques dans des coins que tu n'imagines même pas. Mais petit à petit, Murmé a bien ri. Ça te fait du bien. Les odeurs de son atelier, ses objets inépuisables, comme sa curiosité, ses histoires d'ici, les vies d'ici, son enfance qui semble s'enrichir avec les années. Ce qu'il pense, mystère. Tu es exotique. Nous sommes exotiques, Stéphane, toi, pour lui, pour ici, comme des mascottes. Lui aussi un peu, vieux garçon. Tout le monde au pays a son rôle, son identité, son étiquette. Il a le bois, il fait le châssis, 1,90 m par 1,90 m, solide, pour ta postérité, il a dit. Bon, radeau de la Méduse, tu as répondu. Sa réponse est plus grande, mais ça te faisait peur quand il a montré ce que cela ferait. C'est une question que tu ne reçus jamais. Le carré aussi te met mal à l'aise. Ta conception d'origine, puis tu as douté. Mais on trouve ça bien. Tu t'es laissé convaincre, sans savoir pourquoi. Son humour, son inlassable confiance. Si tu ne veux pas utiliser tout le carré, tu peux barricader une partie. Une blague. Mais qui a déplacé tes idées. Un risque, un défi. Le sentiment que l'appréhension apportée par cette forme qui te semble fermée pourrait justement être bien pour ce tableau, qui gagne en importance chaque fois que tu y penses. Ces problèmes t'intimident, t'excitent. Tu es au tout début de son énigme. Mosaïque, puzzle, ensemble de fractures. Tu te dis que tu n'arriveras pas, que tu n'es pas capable. Mais tu sais déjà que tu arriveras, que tu es capable. Ce doute qui te taraude, tu le connais maintenant. Il est bon.